Le mystère du petit Émile reste donc entier, l'enquête n'a pas progressé, il n'y a toujours aucune trace du petit garçon qui semble s'être volatilisé le 8 juillet dernier au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Mais ce matin, les parents d'Émile sortent du silence. Marie et Colomban expriment leur douleur, bien sûr, mais ils parlent surtout de leur foi et de leur espérance. Ce n'est donc pas un hasard s'ils ont choisi le magazine Famille chrétienne pour cette interview. Fanny Wegscheider, cette interview, elle commence d'ailleurs par un mot sur l'enquête. Oui, rapidement, les parents du petit Émile sont questionnés sur l'avancée de l'enquête et ils mettent tout de suite les points sur les i. Cette enquête, elle est en cours, on va le voir tout à l'heure avec Mélanie. Et puis surtout, ils précisent que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est continuer d'affirmer la confiance qu'ils ont placée dès le début dans les gendarmes. Donc Colomban qui dit « Nous continuons à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Leur investissement a été exceptionnel. » Les parents qui remercient également les juges d'instruction chargés de l'enquête. Les deux juges d'instruction sont également très investis, dit-il, pour retrouver Émile. Ils expliquent aussi pourquoi ils ont choisi de ne parler que maintenant et à Famille chrétienne et pas à un autre média. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'ils estiment qu'il fallait du temps pour s'en remettre et surtout ce qu'ils veulent faire avant tout, c'est remercier. Remercier, dit Marie, tous ceux qui ont respecté notre volonté, qui ont gardé le silence face au harcèlement médiatique avec un média choisi par nous, vous le disiez. Ils tiennent à remercier cette mobilisation qui est venue de partout, disent-ils, à la fois de ce petit hameau du Haut-Vernay, mais aussi du monde entier. Ils parlent du Mexique, du Gabon, du Liban, de la Grèce, de toute confession également, toujours dans la foi, cette interview, mais qui est élargie à toutes les confessions. Et il remercie également les personnes de tous âges qui sont mobilisées, y compris des enfants. Marie qui donc précise pourquoi ils ont choisi de parler à Famille chrétienne. Elle dit « Nous cherchions un média grand public qui soit aussi capable de comprendre nos motivations de parents chrétiens. Certains médias assez vicieux, dit-elle, se sont permis de raconter n'importe quoi sur nous sous prétexte que nous étions cathos. » Cette interview, c'était aussi l'occasion pour ses parents donc, de tordre le cou à un certain nombre de fausses informations et de rumeurs. Oui, ils se disent traîner dans la boue et ils veulent rétablir certaines vérités, les leurs. Marie qui dit que leur foi a été ridiculisée, que certains, par exemple, ont prétendu que la famille était allée tranquillement à la messe pendant les battues qui étaient organisées pour retrouver le petit Émile. Marie qui répond « Nous nous sommes donnés à fond sur les deux fronts en fonction de nos forces. Prier comme si agir était inutile et agir comme si la prière était inutile, dans l'esprit, dit-elle, de Saint Ignace de Loyola. Voilà pour montrer que cette famille n'est pas la famille d'illuminés qui a pu parfois être décrite. Des parents qui rétablissent également une vérité sur cette réunion de famille qui a soulevé beaucoup de fantasmes. Ils ont cru dévoiler, dit-elle, que nous avions caché une réunion de famille chez mes parents ce week-end-là, alors qu'il s'agit simplement de mes frères et sœurs qui habitent encore chez mes parents. Cela a suggéré chez certains un sordide drame familial. Voilà les points sur les i que la famille tenait également à mettre dans cette interview. Bon, Colomban et Marie apportent aussi des précisions sur une image de cathos intégristes et d'extrême droite qu'ils disent avoir subi à tort. Oui, effectivement, Marie qui dit qu'elle n'a pas honte, nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Donc là, elle confirme cette foi exacerbée qui leur permet de tenir le coup. Nous militons avec Colomban, donc son mari, au centre Charlier, à l'origine du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. Et puis surtout, elle précise que, ça c'est le père de famille qui précise cela, on a aussi largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait en effet un bref passage, ce mouvement d'extrême droite auquel on les a affiliés. Et donc ils reconnaissent y avoir fait un bref passage, dit-il, avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques, sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible. Et des parents qui concluent en tout cas avec une note d'espoir. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Et Marie qui conclut « Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle ». J'aime beaucoup cette phrase de Bernanos, dit-elle, qui dit que l'espérance est un désespoir surmonté. Donc cette interview, vraiment, elle synthétise à la fois cette foi affirmée par les parents de petit Émile, mais aussi donc ces vérités, cette volonté de rectifier certaines fausses vérités selon eux. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. À mes côtés donc pour essayer de comprendre justement les raisons qui ont poussé ce couple à prendre la parole. Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. Marie Perraube qui est l'auteur d'un document Ligne rouge qui a été diffusé hier soir sur notre antenne sur cette affaire. Et Johanna Rosenblum est en direct avec nous également, psychologue et qui est consultante à BFM TV. Alors d'abord Mélanie, pour commencer, il faut peut-être dire tout de suite que malheureusement,
cette interview n'arrive pas à un moment, j'allais dire, crucial de l'enquête. On est toujours au même point depuis plusieurs semaines. Alors, on ne sait pas si on est toujours au même point. Officiellement, oui, il n'y a pas eu d'avancée majeure ces derniers temps. On est 7 semaines après la disparition du petit garçon. Effectivement, il n'y a toujours pas de garde à vue, pas de suspect, pas de trace de l'enfant. Ce qui a changé sensiblement ces dernières semaines, finalement, c'est le cadre procédural. On était à la base sur une enquête ouverte en recherche des causes de la disparition et au cœur de l'été, fin juillet, le parquet d'Aix-en-Provence, qui a repris la main sur cette enquête, a décidé de faire un réquisitoire supplétif en demandant, qui a élargi en quelque sorte l'information judiciaire au chef d'enlèvement et de séquestration de mineurs. Dès qu'on a eu l'information, on a tenté de savoir s'il y avait une avancée majeure dans l'enquête qui expliquait ce changement de cadre juridique. Et malheureusement, en quelque sorte, non, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Ce que ça permet, c'est un cadre procédural plus souple pour que les gendarmes de la section de recherche de Marseille qui pilotent cette enquête puissent procéder par exemple à des gardes à vue plus facilement, puissent faire des écoutes téléphoniques aussi plus poussées. Mais l'enquête, elle se poursuit. On en était, Marie le disait dans son documentaire hier, à 1400 signalements, 1600 lignes de téléphone qui ont été vérifiées. Il y a 20 enquêteurs qui travaillent nuit et jour sur ce dossier. Les parents du petit Émile se sont constitués partie civile. Ça veut dire qu'ils vont être tenus plus régulièrement, plus profondément au courant des dernières avancées de l'enquête. Mais je le disais, à ce stade, effectivement, en tout cas officiellement, l'enquête, elle se poursuit en coulisses, mais il n'y a pas d'avancée majeure que l'on connaisse. Bien. Marie Perraube, ce couple se dévoile aussi dans cette interview. Alors, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Catholiques pratiquants, traditionnalistes, repliés sur eux-mêmes, on a entendu beaucoup de choses. Repliés sur eux-mêmes, un peu moins là aujourd'hui, forcément, puisqu'ils s'expriment. Alors un peu moins dans la presse, mais c'est-à-dire que dans le village, c'est différent. Mais enfin, on peut quand même être, surpris de voir ce couple s'exprimer avec autant de... Enfin, c'est quand même un déluge d'émotions, voilà, ils expriment leur foi de façon assez décomplexée, finalement. Oui, absolument. Alors c'est vrai que nous, donc on est reporters avec Juan Palencia, on s'est rendu dans ce village, on y est resté quand même quelques jours. C'est très particulier ce village et la famille, Marie, Colomban, les grands-parents étaient au moment où on était au Vernet, étaient dans leur maison de famille. Alors on a entendu, les voisins disaient ils vivent reclus, ils étaient entre eux, donc aussi concentrés sur leur peine, sur leur foi. Et ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que donc le maire du village avait fermé le village aux journalistes pour que justement cette famille puisse ne pas être importunée, puisse avoir la paix. Mais du coup, nous on a beaucoup discuté avec les voisins, avec les habitants. Il y avait des touristes, il y a beaucoup de maisons secondaires aussi dans ce village, de gens qui vivent, qui viennent passer tous leurs étés là-bas, mais depuis 20 ans. Donc c'est vraiment une petite communauté. Ce village, 130 personnes. Hein. Donc c'est vraiment tout petit. Et on a senti aussi que le fait que cette famille vive dans sa foi un petit peu à l'écart, c'est-à-dire que la famille, ils font bien comme ils veulent, hein, font beaucoup de randonnées, ils vont à la piscine, mais un peu de leur côté, ils ne se mêlent pas forcément aux activités qui sont organisées par le comité des fêtes du village. On a senti, il faut toujours être prudent hein, quand on enquête, quand on est journaliste et qu'on arrive comme ça sur les lieux d'un drame, mais on a senti de la part de voisins une forme de suspicion, de climat. Voilà, on s'est rendu compte en fait qu'ils les connaissaient assez peu. Mais justement, c'est ce qui a un peu nourri les rumeurs. Oui, et c'est ce qui, à mon avis, force aussi ce couple à prendre la parole. On voit bien que c'est une mise au point, cette interview. Oui, absolument. Et aussi de raconter, je pense qu'ils ont besoin d'expliquer qu'ils vivent ce drame avec leur foi. Alors voilà, c'est peut-être quelque chose qui ne parle pas à tout le monde, mais pour eux, c'est important. Ils sont catholiques, ils n'en ont pas honte, et ils traversent ce drame de cette manière. Et ce qui veut dire aussi, sans forcément se répandre dans la presse. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, ça nous a tous un petit peu posé question. On a l'habitude, avec Mélanie, ça fait des années qu'on couvre des affaires judiciaires, on a souvent l'habitude d'être quand même très rapidement en contact avec les parents. Souvenez-vous l'affaire Daval. Oui, mais pour des raisons évidentes aussi, qui sont que les parents, les familles
entretiennent l'espoir. Oui, absolument. C'est un moyen d'entretenir l'espoir. Ça n'est pas forcément une impudeur. C'est ce que je voulais dire. Bien sûr. C'est aussi pour lancer un appel, dire voilà, on lance un appel si quelqu'un détient notre petit garçon, on aimerait voilà. Absolument. Et ce silence a alimenté les rumeurs. Alors, Johanna Rosenblum, justement, cette foi, évidemment, qui, j'allais dire là, qui est très claire maintenant, puisqu'elle est dite, elle est assumée dans cette interview. Mais lorsque les parents d'Émile disent « Nous n'avons pas peur de demander à Dieu un miracle », mais tous les parents ressentent, qui vivent ce drame d'une disparition d'enfants, sont dans le même état d'esprit, non? Ils espèrent jusqu'au bout. Oui. Alors oui, ça de toute façon, tout le monde se nourrit de l'espérance, surtout quand il s'agit d'inquiétudes et de peurs intenses telles que la disparition d'un enfant. On ne peut pas leur reprocher. Et vous savez, quand il se passe comme ça des drames, des sentiments de perte et d'anxiété hyper importantes, on voit des personnes qui n'avaient jamais recours à la foi, qui se mettent à prier, d'autres qui se détournent de la religion. Eux expliquent comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment ils trouvent la force. C'est la liturgie qui les aide à tenir. Ils ont un schéma de pensée qui est basé sur les vertus cardinales théologales, la foi, la tempérance, l'espérance, la charité. Je pense qu'ils auraient préféré se préserver de devoir expliquer tout ça, mais face aux rumeurs, aux erreurs qui sont énoncées sur cette famille, ils ont voulu prendre la parole. On a l'habitude de voir plutôt la religion s'exprimer au sein de la famille, dans la pudeur. Là, ils ont dû en témoigner. C'est tout à leur honneur. Certains comprendront, d'autres ne comprendront pas. Vous l'avez dit plusieurs fois, ils sont dans l'esprit de saint Ignace de Loyola et ils font cette citation: il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Eux peuvent prier, ils savent prier, ils ont confiance dans les gendarmes et dans les procureurs pour ce qui est de l'action, de l'enquête, des recherches et voilà pourquoi ils s'expliquent comme ça, avec simplicité. Mais je peux comprendre que ça puisse alerter, susciter de l'incompréhension. Néanmoins, il faut faire très attention avec certaines extrapolations qu'on pourra faire de cet article. Il n'y a rien à tirer d'autre que ce qu'ils disent avec sincérité et honnêteté ce matin. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Voilà ce qu'ils disent. Nous y animons d'ailleurs en famille la chorale polyphonique et grégorienne. Nous militons également au Centre Charlier, qui est à l'origine du pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté. Pour bien comprendre ce qu'il y a dans cette interview, parce que on comprend aussi que la vie de cette famille s'est arrêtée le 8 juillet dernier, et que depuis, ce sont les prières, des rencontres rares, mais il y en a une qui est racontée. Un soir, alors que nous étions en train de réciter le chapelet à l'église, nous avons vu débarquer un jeune homme barbu avec une queue de cheval. Il s'est mis à genoux et a prié avec nous. Il y a beaucoup de mentions au soutien qu'ont reçu ces familles, physiques, donc par cette personne par exemple. Un prêtre également qui est venu prêter main forte et donc officier à l'église du Haut-Vernay. Et puis il y a aussi tous ces courriers, ces SMS. Il parle de toutes ces personnes, il remercie quasiment tout le monde en fait, vraiment, un par un, qui a apporté soutien. C'est un peu la cellule qui leur permet de résister avec la prière. Bon, alors évidemment, on peut être surpris, parce que tout le monde n'est pas... on peut être d'abord catholique, pas forcément pratiquant, beaucoup de gens agnostiques dans ce pays, athées ou d'autres religions. Là, on est sur une frange du catholicisme un peu plus, un peu plus rare, on va dire, aujourd'hui. Enfin, pour autant, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose que les enquêteurs essayent d'exploiter ? Est-ce que c'est un élément du mystère? Est-ce que c'est un élément du mystère? Non, leur foi n'est pas un élément du mystère. Leur rapport, c'est d'ailleurs très personnel, leur rapport à Dieu, cette foi leur appartient. En revanche, et dans l'article, Marie et Colomban y font allusion, leur appartenance à un mouvement d'extrême droite, d'ultra droite, on pourrait dire le bastion social. C'est pas n'importe quoi le bastion social. Le bastion social, c'est un mouvement qui a été dissous par Emmanuel Macron en 2019. C'est un mouvement néofasciste inspiré de la même mouvance italienne. Et donc l'appartenance de Colomban et de Marie, des parents du petit Émile, à ce mouvement
a forcément, ça ne veut pas dire que c'est une piste privilégiée, mais a forcément à un moment, en tout cas, interpellé les enquêteurs. Voilà, c'est pas non plus rien, ce mouvement, si vous voulez. Et peut-être, c'est un mouvement qui a été très violent. Est-ce que la piste d'une vengeance contre cette famille est possible, est envisagée? Alors, nous ne savons rien, mais en tout cas, j'allais dire, c'est un des angles morts, même si c'est une très bonne interview de notre confrère qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure à 11h, Samuel Pruvot. On sent qu'il y a presque une sorte de deal qui est de ne pas parler de l'enquête, à part au début. Certainement. C'est précisé dès le début, c'est évacué assez rapidement d'ailleurs. D'ailleurs, ce qu'on peut comprendre, parce que eux, l'enquête, ils attendent les résultats, ils attendent les avancées, ils sont dans l'espérance, mais ils n'ont pas forcément d'informations sur l'enquête. Johanna Rosenblum, la disparition d'un enfant, on le sait, hein, pour une famille, c'est évidemment le pire événement qui puisse se produire. Qu'est-ce que vous avez noté, vous, dans cette interview? Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient particulièrement votre attention en tant que psychologue? Moi, je vous dis, c'est pour moi, dès le début de l'article, le signal d'alerte, c'était de ne pas, surtout pas extrapoler des propos et partir dans des espèces d'explications alambiquées, délirantes, qui pourraient entretenir certaines rumeurs, certaines théories. C'est des personnes qui continuent d'implorer le Seigneur et qui demandent aux gens qui veulent aider de se tourner plutôt vers la prière, parce qu'eux ont confiance dans l'enquête qui est menée par les gendarmes. On ne peut que prendre leurs mots tels qu'ils sont énoncés. Et respecter ses parents qui sont dans l'épreuve aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'arrêter à cette lecture-là et ne pas aller plus loin pour l'instant. Ce n'est pas, en tout cas moi, c'est pas mon travail. C'est des personnes qui sont dans la foi. Je peux très bien comprendre que d'autres ne comprennent pas du tout cette façon de penser, mais c'est une éducation dans laquelle ils sont depuis longtemps. C'est une façon d'exister et de penser dans laquelle ils arrivent à trouver de la paix, de l'espoir. Donc on prend cette information telle qu'il l'énonce. Merci beaucoup, Johanna Rosenblum. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur cette interview qui, évidemment, va être largement commentée et qui va continuer. Ce que vous avez compris, vous aussi, Marie, en enquêtant sur le village, vous nous le disiez rapidement tout à l'heure, c'est quoi l'ambiance en ce moment dans ce village? C'est ce que je vous disais, c'est une ambiance, c'est un petit peu comme un état de sidération. En fait. Ouais. C'est-à-dire que, personne ne comprend. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce drame, si vous voulez, c'est que ce village, ce petit hameau est en cul-de-sac, qu'on ne peut y arriver que si on veut y aller. On ne va au Haut-Vernay que si on veut aller au Haut-Vernay. Et donc, on ne comprend pas, les habitants ne comprennent pas comment le petit Émile a pu se volatiliser en plein après-midi, il est 17h15, sur cette place de village. C'est vraiment construit c'est une toute petite place avec une petite fontaine. Il y a 25 maisons qui sont autour. Un étranger ne peut pas venir ici sans être aperçu. Donc, il y a cette question un peu abyssale. Comment est-ce possible ? Avec forcément le sentiment que la clé de l'énigme est dans ce village, dans ce hameau, quelque part. Merci beaucoup. On reviendra évidemment dans quelques minutes, je le disais, donc, sur cette interview avec notre confrère de Famille Chrétienne qui sera notre invité à 11h.